Là, quand tu vois Akura meilleur champ, enfin, moi, je me dis, mais C'est dingue. c'est comme quand tu vois un mec qui est condamné, enfin, je sais pas, c'est ça, je le biperai. Mais tu vois, qui revient et qui veut se présenter, enfin, c'est incroyable. Tu te dis, mais les gars, enfin, quand même, on les a pas pris avec un morceau de doigt dans le pot de confiture, ils avaient la main entière quand même dedans. Il y a une multitude d'engagés parce qu'on en retrouve 22 des GTD. Mais voilà, je voulais savoir un petit peu ton ressenti sur le GTD Pro déjà et le GTD même en global. Euh... Ah. Bah, je sais pas trop en fait. D'accord. Non, parce que Yann, le petit Yannou Magnussen, c'est quand même une légende de l'endurance puisque son passage en Formule 1 a été assez court. Mais c'est vraiment Ce qui est fou d'ailleurs parce que c'était qui? C'était Paul Stewart, je crois, Ouais. qui disait que Yann Magnussen c'était quand même le futur Senna. C'est ça, exactement. Je tiens à le rappeler. Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de notre rédacteur spécialiste de l'endurance, dont Endurance Mag évidemment, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour aux fans d'endurance. Mais évidemment, c'est la reprise après les fêtes. On a oui. attendu quelques semaines, on a remis la combi, on a remis les gants et on est prêt pour ce 45e numéro de notre podcast. Le sujet est prestigieux en plus puisqu'on va tout vous dire, vous allez tout comprendre sur la 63e édition déjà des 24 heures de Daytona qui a lieu ce week-end et qui est à suivre en direct en intégralité sur Automoto, la chaîne en France évidemment. Donc eh bien, on va se régaler. J'aurai le plaisir d'être aux commentaires, donc c'est parfait. Je suis heureux comme tout. Épreuve mythique qui marque donc depuis de nombreuses années le coup d'envoi de la saison IMSA du championnat américain d'endurance. Alors comme on est dans l'Endurance Club, on est entre passionnés et on est aussi là pour vous donner des chiffres importants, des statistiques, quelques petites infos qui vous permettront d'avoir les clés pour connaître encore mieux évidemment ce monde de l'endurance qui nous fait vibrer et pour lancer donc les belles festivités j'allais dire de la saison 2025 Geoffroy, quoi de mieux que le Rolex 24 à Daytona. C'est une épreuve que tu apprécies globalement ces 24 heures de Daytona? Ah, c'est un truc que je kiffe grave. Franchement, c'est Daytona, j'ai eu la chance d'y assister une fois, c'était il y a plus de 10 ans. C'était canon, ouais, avec une victoire en plus de Sébastien Bourdet, donc c'était sympa. Ah et, oui. C'est vraiment, moi j'ai le sentiment que c'est sans doute l'épreuve que je préfère après les 24 heures du Mans. Tu vois, si on devait faire une hiérarchie dans les courses d'endurance, pour moi, Le Mans est quand même au-dessus de tout pour plein de raisons. Évidemment. Et ensuite, je mettrais Daytona parce que je suis pas sûr que ça soit la course la plus difficile. T'as le Nürburgring, par exemple, qui est pire, ou les 24 heures de Spa, si t'écoutes les pilotes, c'est pire. Je suis pas sûr non plus que ça soit l'une des plus prestigieuses, encore que, si, quand même, après Le Mans, c'est pas mal. Mais il y a plein de trucs qui font que ça se rapproche des 24 heures du Mans. Déjà, la durée. Le multicatégorie évidemment, et puis je sais pas, il y a j'aime bien aussi ce côté, même si ça fait très consumériste, mais tu vois, aller chasser la Rolex, il y a un côté, comme tu l'as dit, prestige quoi, avec cette épreuve, et ça j'aime bien quoi. Puis c'est aussi le bon rendez-vous de lancement de saison, parce qu'on est encore loin des 24 heures du Mans. Je dis ça, mais dans 3 mois je me dirais waouh, Le Mans approche trop vite. Et tu vois, on est encore un peu loin des 24 heures du Mans. Et donc ça, là, on a tout de suite une bonne grosse dose de prototypes, d'hypercars, de GT, de bataille, de sortie de piste. Et ça fait du bien fin janvier, quoi, d'avoir ça. Et d'autant plus qu'il y a justement cette proximité désormais entre les règlements ACO, FIA et les règlements IMSA, bien sûr. Plus que jamais, parce que, je sais pas si on va l'évoquer, mais il y a en plus là l'introduction d'une BOP un peu plus pointue que par le passé en IMSA. Ils font aussi un format de qualification un peu différent. Enfin là, l'IMSA, ils communiquent pas trop dessus, mais en vrai, c'est quand même un aveu que le modèle développé dans le WEC depuis plusieurs saisons est le bon. Enfin, c'est marrant, mais les Américains, tu sais, ils aiment bien toujours faire les choses à leur sauce. Ils aiment bien toujours être différents, les LMDH, les GTP. Ils peuvent pas adopter exactement les mêmes catégories, les mêmes règles. Mais là, quand même, il y a un vrai rapprochement IMSA vers le WEC et non l'inverse. Donc je te dis, ils communiquent pas trop, mais nous, on voit ça. Ah bah bien sûr, évidemment, on a l'œil averti, on a vraiment aussi regardé attentivement pendant cette intersaison ce qui se passait un peu côté américain avec donc cette épreuve de lancement de l'endurance, j'allais dire. Alors je compte pas les 24 heures de Dubaï qui se sont déroulées il y a quelques jours. Non, mais personne ne regarde les 24 heures de Dubaï. Non, je sais pas si personne regarde, mais en tout cas, ça a peut-être un petit peu moins ce côté prestigieux, mais ça a le mérite d'être la première course de 24 heures de l'année, en tout cas les 24 heures de Dubaï. Maintenant, nous,
on s'intéresse à Daytona parce qu'évidemment, c'est la première course du joyau finalement que l'on aime beaucoup, ce joyau de l'endurance, emmené par, comme tu l'as dit, les 24 heures du Mans. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres courses qui sont à suivre, et là, notamment celle-ci. 61 voitures engagées quand même, hein, on fait le plein. Il y en avait 59 à l'arrivée l'année dernière, et d'ailleurs sur la liste des engagés, parce qu'il y a eu quelques forfaits de dernière minute. 12 GTP, 12 LMP2, 15 GTD Pro et 22 GTD. Donc GTD, ce sont les LM GT3, hein. Comme tu le disais, voilà, on aime bien avoir ces façons de, de Ouais, de nommer les nommer choses les. aux Ouais. États-Unis. Et on aura une touche féminine, pas que sur la piste avec les pilotes, mais aussi avec la Grande Marshal, le Grand Marshal, je sais pas comment on peut dire, mais c'est Jamie Chadwick cette année qui prononcera les mots, donc Drivers, Start Your Engines. Ça c'est important aussi finalement, et ça prouve, comme tu le disais, ce rapprochement entre l'IMSA et le WEC, parce qu'on sait bien que Jamie Chadwick, elle fait partie de cette famille Hyundai qui va arriver en 2026. Carrément. Et puis un autre élément aussi, alors je sais plus où j'ai vu cette info et peut-être que tu vas me contredire, mais je crois qu'il y a 30 nationalités différentes au départ cette année. Alors sur la Oui. liste des engagés qu'on a à date, là on enregistre, on est en début de semaine, ça peut peut-être encore évoluer, mais normalement on est quand même sur un truc un peu fixé. Et je crois qu'il y a 30 nationalités différentes au départ, et ça aussi c'est un élément, je pense, qui témoigne du. C'est aussi pour ça que j'aime bien cette course. Tu sais, on en avait déjà parlé l'année dernière, mais les 24 heures du Nürburgring, par exemple, ça reste quand même un truc plutôt germano-belgo, franco-hollandais, quoi. Voilà, ouais. Euh, les 24 heures de Spa, c'est un peu pareil quand même, on va pas se mentir. Le Mans a cette aura qui permet, maintenant que c'est une course centenaire en plus, même ça a toujours été, il y a eu des connexions très fortes avec l'Angleterre au début, et puis après avec les Américains. Aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même la course la plus globalisée, en tout cas la plus mondiale Oui, en termes d'endurance. Et les 24 heures de Daytona, il y a évidemment cette inclinaison, cette inclination, je sais pas comment on dit, mais plus américaine, logique évidemment. C'est la course locale de beaucoup d'équipes, mais je vois quand même que le palmarès est riche de pilotes étrangers, et pas que américains oui. qui se sont imposés. Et là, vraiment, je sens aussi il y a toujours des intérêts français. Il y a plusieurs pilotes français qui ont gagné, bien sûr. Mais il y a toujours des intérêts français, italiens, etc. Enfin, ça fait plaisir aussi de voir ça. Ah, je suis tout à fait d'accord, hein. 9 Français en tout qui se sont imposés au général. Alors Bob Volek, Claude Ballolena, Henri Pescarolo a gagné aussi, Christophe Bouchu, Dominique Dupuis, Franck Fréon, Emmanuel Collard, Sébastien Bourdet, tu le disais, et Simon Pagenaud à 2 reprises. Donc vraiment, on a cette historique là Tu m'as avec fait les 24 frissonner heures de là. Daytona. Tu Ah m'as ouais, fait t'as vu un frissonner peu? quand tu prononces du Franck Fréon, là, je suis chaud. Là, je vois les vieilles Corvettes C5, c'est beau ça. Ah, c'est magnifique. Ah, moi aussi, j'ai vibré, hein, ça, je peux te le dire. Mais en tout cas, la saison va être bien lancée parce que on sait, hein, que le calendrier IMSA n'a pas beaucoup bougé. Pareil que le calendrier WEC. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, moi, je trouve. Alors, certains ne sont pas tout à fait d'accord, mais au moins, il y a de la stabilité dans l'endurance et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Tu vois, on ouvre la saison à Daytona fin janvier. Ça, c'est assez récent parce que on a décalé en fonction d'autres sports et notamment du Super Bowl qui a été retardé, lui, d'une semaine en 2006. Et donc depuis, on a un peu ajusté le tir. Ensuite en mars, ça sera le rendez-vous des 12 heures de Sebring. Début avril, ça sera Long Beach. Le 11 mai, ça sera Laguna Seca. Fin mai, ça sera Détroit. Ensuite, on aura les 6 heures de Watkins Glen fin juin. Mi-juillet, ça sera le Motorsport Park, le MoSport, donc justement, qui sera la 7e manche. Road America, bien sûr. Virginia International Raceway en août. Et puis, 2 épreuves d'endurance ensuite, alors un petit peu moindres, mais quand même. Les 6 heures d'Indianapolis en septembre, et puis Petit Le Mans, ah bah voilà, c'est dans le nom, hein. Petit Le Mans pour conclure la saison en octobre. Elle se tient bien, moi je trouve, cette saison IMSA, encore une fois en 2025, avec les 4 catégories engagées. Et comme tu le disais, des pilotes vraiment de renom, venus d'un petit peu partout. Ça, c'est quelque chose aussi qui ajoute finalement à cette magie d'ouvrir la saison par Daytona, de voir qu'il y a Porsche, qu'il y a Cadillac, Acura, Lamborghini et des pilotes vraiment de prestige, dont des champions du monde. Tu sais, les gens, les Américains, enfin John Doonan, le boss de l'IMSA, et tous les gens qui gravitent autour de l'organisation de ce championnat, ils s'en cachent pas. Tu sais, les Américains sont beaucoup plus assumés sur ce côté spectacle. Alors je sais que du côté de la CO, ça a évolué depuis plusieurs années, et maintenant on sait c'est pas trahir de secret. Les gens vous qui nous écoutez, qui êtes connaisseurs de l'endurance, vous le savez très bien. À l'Automobile Club de l'Ouest, il y a beaucoup d'efforts depuis des années qui sont menés sur l'expérience spectateur, sur Oui, l'expérience client. Oui, nous sommes clients.
Donc on est en attente d'un niveau de qualité, d'un niveau de prestation, d'un niveau de spectacle aussi. Et ça c'est beaucoup plus assumé en Europe depuis quelques années. Aux États-Unis, ça fait très longtemps qu'ils ont cette logique de show, de produire quelque chose de fort. Et John Doonan, il l'a expliqué, pour lui, sa priorité, c'est vraiment, comme tu l'as dit, d'attirer des grands noms, en fait, d'attirer des constructeurs. Et ils restent prisonniers malgré tout du reste du calendrier, parce que même si Daytona, tu peux faire un one-off, enfin non, tu peux même plus, tu vois, Lamborghini, ils font quand même toutes les courses longues. Tu peux pas faire comme Le Mans, où t'as cette course sur invitation, où vraiment, limite, tu peux faire un all-in sur Le Mans et tu fais rien d'autre. Je pensais à Nissan en 2015. Mais tu vois, c'est un peu moins le cas avec... Tu peux plus trop le faire. Tu peux plus trop le faire, non, tu peux plus. Mais Daytona, ils ont vraiment cette envie, et le championnat IMSA global, d'attirer des grands noms, d'avoir... alors ça passe par quoi? Ça passe par d'anciens pilotes de Formule 1, évidemment. Ça passe par des jeunes talents qui peuvent peut-être aller jusqu'à la Formule 1. Ça passe par des légendes, des pilotes... Enfin, il y a même et puis des histoires à l'intérieur de l'histoire. On va peut-être en parler après, mais je vois qu'il y a John Field qui va rouler. Enfin, il y a des trucs incroyables quand même. Et il revient. Ouais. Il y a des trucs incroyables, tu vois. Et ça c'est hyper important pour eux. Au Mans, évidemment, c'est le cas aussi. Et on soigne ça et on veut avoir des légendes. Et à Daytona, il y a une vraie attraction pour cette course parce que ouais, je pense que t'as envie de la gagner. Enfin, ça fait vraiment une course hyper importante dans le palmarès. Plus qu'une manche, malheureusement, c'est le cas, plus qu'une manche de WEC ou qu'une autre manche de l'IMSA, quoi. Ah mais c'est sûr. Et attends, et autre rapprochement, et ça moi je trouve, j'aime beaucoup les chiffres globalement, hein, c'est sûr, et ça c'est les journalistes qui ont peut-être ce défaut, mais comme on est dans l'Endurance Club, je vais aussi vous en donner des chiffres évidemment. Porsche a 19 victoires à Daytona, et recherche son 20e, ça te rappelle pas Le Mans? Si, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est quand même énorme. 19 succès aussi, ouais. Après, ils ont... Faut voir, il y a des années, faudrait faire comment on appelle ça? Le rapprochement, tu sais, entre les années où ils gagnent. C'est quoi la ratio? Est-ce que quand ils gagnent Daytona, ils ont gagné Le Mans après? Ou alors est-ce que quand ils ont gagné Daytona, ils n'ont pas fait Le Mans? Enfin, tu vois, faire les rapprochements. Mais il y a plein d'années, toutes les années 80, globalement, en groupe C, oui. Porsche gagnait Daytona et Le Mans, quoi. 80, 81, 82, 83, 85, 86, bon, tu vois. Ils les ont enfilés comme des perles, on va dire, hein, les victoires. 70, c'est plus 71 trop le cas. aussi. 70, 71, c'est doublé Daytona Le Mans aussi, hein. C'est vrai, avec la 917K, énorme, hein, avec des équipages de fous, hein, Pedro Rodriguez, Brian Redman, Jackie Oliver, enfin bon, c'est vrai que ça fait rêver. Et ces dernières années, c'était plus trop le cas, c'était plutôt Cadillac qui avait la main. Ensuite, il y a eu la période Acura avec 3 victoires consécutives entre 2021 et 2023. Et puis l'année dernière, eh bien oui, Porsche Penske ouvrait la saison que l'on avait estimé être une saison... pour Porsche, dans l'Endurance Club, ben, pour le coup, ça s'est vérifié. Hein, avec, qui globalement l'a été, ouais. Oui. Cameron, Nasser, Campbell et Newgarden, qui n'a pas beaucoup roulé, mais qui faisait partie quand même de l'équipage victorieux. Hein, donc voilà, ça ne se refuse pas. Et pour essayer d'avoir une équité et pour donner des chances à tout le monde, et peut-être même à BMW, pourquoi pas BMW s'imposer cette année, parce que on l'a bien vu dans le ROR, donc ces différentes séances une semaine avant l'ouverture officielle des 24 heures, BMW s'est illustré. Pourquoi pas compter, tu en parlais, sur cette nouvelle façon de penser la balance de performance? On va en parler, hein, sans être ni critique ni trop dithyrambique, mais en tout cas en citant les faits. Cette BOP, elle a été mise en place depuis l'ère Hypercar ou GTP, et elle arrive en GTD de façon plus proche, comme le WEC, j'allais dire, avec les couples-mètres qui sont installés dès cette année pour les voitures de la catégorie, donc comme les LM GT3, catégorie GTD. Donc ça va forcément changer la donne, en bien, j'imagine, Geoffroy. Alors, juste, je fais une petite parenthèse, mais BM, parce que tu faisais le parallèle avec Porsche et Le Mans et Daytona, BM, c'est pareil qu'au Mans, ils ont une seule victoire. Ils ont gagné en 99 au Mans, si je dis pas de bêtises, hein, il n'y en a qu'une. J'avais dit une bêtise l'année dernière sur l'équipage, mais... Et ils ont gagné une fois, c'était en 76 avec une 3 litres CSL. Voilà, c'est juste pour le petit parallèle. Sur la BOP, en fait, alors, c'est là où ça va être le premier gros segment de l'épisode, je pense. Cette fameuse BOP, je sais plus comment ils l'appellent en américain, mais en gros à 2 étages, quoi. Je sais pas s'ils disent 2 steps, mais bref. Si, en fait, two-stage BOP. Two-stage, voilà. En gros, l'idée, je vous la fais courte, mais je vous la fais Georges Kurtz. Oh, elle est bien, celle-là. Pas mal. L'idée de cette BOP, c'est que, évidemment, la balance de performance... À chaque fois, c'est moi qui fais la BOP. Merde.
sais, la balance de t'es notre performance, expert, hein. l'idée c'est que, je le fais bien, c'est pour ça. L'idée c'est qu'on puisse, non pas niveler, enfin, les mots ont une importance, c'est qu'on puisse donner une équité pour que chacun puisse exploiter son matériel dans les meilleures conditions et qu'on arrive au final à avoir des temps autour qui sont assez proches, des performances sur la durée d'un relais qui sont assez proches, le tout pour que à la fin de la course, on ait une lutte pour la victoire qui soit intense et qui soit disputée, et qu'on n'ait pas un des concurrents qui, peut-être certes, a fait la meilleure voiture et qui parte devant. On peut le regretter, ça a longtemps été comme ça aux 24 heures du Mans, un peu comme en Formule 1 d'ailleurs, où celui qui fait la meilleure voiture et souvent aussi celui qui dépense le plus d'argent gagne. Ouais, c'est vrai. Après, Sauf c'est que pas illogique sur le principe, hein. Je veux dire, quand t'es la meilleur, tu course gagnes. auto a toujours Moi, été- c'est pas quelque chose qui me choque, hein. la course automobile a longtemps été comme ça, sauf dans d'autres formules où il y a cette logique de BOP ou en tout cas de mutualisation de certains composants et d'économie de coûts. Et l'endurance a été obligée de se convertir à ça. Je vais pas revenir dans les détails, mais entre le Dieselgate, plein d'épisodes font que maintenant les constructeurs font très attention à l'argent qu'ils dépensent dans la compétition, puisque ça doit quand même être quelque chose qui leur rapporte en termes d'image et contribue à vendre des véhicules, mais vous avez quand même compris qu'on vend aujourd'hui moins de voitures que par le passé. Donc il faut que le sport auto coûte moins cher. Bref, on a abouti à cette notion d'avoir une balance de performance au plus haut niveau, donc pour la catégorie Rennes, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, c'est vrai, c'est pas forcément le constructeur qui travaille le mieux, en tout cas qui sort la meilleure voiture d'une planche à dessin ou qui sort le meilleur moteur qui va gagner. C'est celui qui va, avec ça, le mieux l'exploiter et le mieux utiliser les conditions de course. C'est vraiment très résumé, mais je pense Ouais, que c'est ça, exactement. Je dirais je suis que c'est dans le plus vrai. sur l'exploitation, en fait, Voilà. que ça se joue maintenant une course d'endurance. Et du coup, cette balance de performance, elle joue sur plein de choses. Elle joue, et encore une fois, je synthétise, mais sur le poids, sur la puissance disponible. Ça peut aller aussi sur la hauteur de caisse, notamment en GT. Je suis pas sûr que ce soit le cas en GTP, enfin en hypercar. Ça peut, enfin voilà, il y a plein sur sur le couple, sur la puissance délivrée. Voilà, il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. Et ce qu'ils ont constaté du côté de la FIA et de la CO, c'est que en fait, c'est bien d'avoir ces paramètres, de gérer le poids, de gérer la puissance. Sauf que quand une voiture elle est lancée pleine balle dans les hunaudières, il se trouve qu'à un moment, son aérodynamique, par exemple, va vraiment entrer en jeu et qu'elle va retrouver un avantage, un gain, par rapport à une autre voiture dont l'aérodynamique est moins soignée. Et à l'inverse, certaines voitures, avec la puissance qu'on leur donne, ou avec le poids qu'on leur donne, vont avoir un excellent comportement en virage, alors que d'autres vont être moins bonnes. En fait, on peut pas. L'idée, c'est qu'on peut pas limiter la puissance, notamment, avec un seul chiffre. On peut pas dire, voilà, vous avez tant de chevaux, et vous faites comme ça. L'idée de ce two-stage de la BOP à 2 étapes, c'est de dire, on limite la puissance, on vous donne un niveau de puissance, mais à partir d'une certaine vitesse, on change ce niveau de puissance. On l'augmente un peu ou on le baisse un peu. Et là, en fait, il y a une introduction de 2 seuils. Ouais. En GTP, c'est 230 km/h, et en catégorie GTD, c'est 190 km/h. Ça veut dire que le législateur, en l'occurrence l'IMSA ici, se réserve le droit de dire, ok, on vous donne tant de puissance, tant d'éléments, etc. Le poids, on va pas le changer pendant la course. Ça, c'est pas possible. Oui. Par contre, la puissance délivrée, on va dire jusqu'à 230, vous avez droit à tant, et au-dessus de 230, vous avez un peu plus ou un peu moins. Alors ça va pas être plus 15%, plus 20%, parce que les moteurs supporteraient pas. Non, mais ça quand va même, jouer. ouais. Il y a quand même 8% de plus pour Cadillac, tu vois. Hein. Ok, donc tu vois, j'avais pas le détail. Mais voilà, et en fait ça répond vraiment à cette logique de se dire, bah oui, effectivement, on peut réguler le poids, on peut réguler la puissance, mais quand la voiture elle part sur le banking, si elle est vraiment beaucoup mieux taillée que la concurrente, au niveau aérodynamique, évidemment qu'elle va avoir un gain de fou. En fait, ils ont capté, avec les données du Mans et avec les données surtout de Daytona pour l'IMSA, il y a vraiment un très gros différentiel de vitesse de pointe. C'est un élément dont Porsche se plaignait l'année dernière, déjà, aux 24 heures du Mans. Ils ont résolu plein de problèmes sur le comportement de la voiture, sur le fait qu'elle communique beaucoup plus, qu'elle passe plus fort en virage aussi. Les pilotes, ils expliquaient qu'ils arrivent à mieux l'inscrire en virage et passer rapidement en courbe. Elle est beaucoup plus facile à comprendre comparée à 2023 où on a vu des sorties de piste ou des alertes ou des petites chaleurs au Mans où les pilotes en fait comprenaient pas comment la voiture réagissait. Apparemment, ça maintenant c'est réglé. Par contre, ils ont toujours un déficit de vitesse de pointe, alors que la Porsche 963, quand tu la regardes, elle est quand même plutôt bien dessinée, quoi. Donc, oui, non, c'est clair.
Après, il y en a certains aussi qui, aux États-Unis, des constructeurs, hein, j'entends, qui faisaient du sandbagging, hein, qui cachaient un Bien peu leur sûr. jeu. Là, maintenant, c'est beaucoup moins facile de cacher son jeu grâce à cette two-stage BOP, quoi. Voilà, donc ça c'est pour la catégorie GTP, Hypercar, LMDH, LMH. Et il y a aussi l'introduction pour les catégories GTD qui sont donc la version GT3 mais américaine, comme tu l'as dit, des torque sensors, donc des capteurs de couple, Mhm. où en gros on contrôle la puissance en instantané via la transmission. Ça c'est un système qui existe déjà en WEC en catégorie LMGT3, Et qui qui n'existe fonctionne. pas dans les séries S0 et qui fonctionne évidemment, et qui n'existe pas dans les séries S0. C'est un système qui est, de ce qu'on m'a expliqué, technique et coûteux. Ça rajoute du prix, ça rajoute du poids, ça rajoute du prix. Avec des capteurs qui sont faits par Magnica Motorsport, j'ai appris ça, je les connaissais pas. Ah, non, moi non plus. Mais en fait, surtout, ça peut créer des dysfonctionnements. En fait, là, tu vois Mercedes, par exemple, qui est le seul constructeur qui n'avait pas ce système puisqu'ils n'étaient pas engagés l'année dernière en WEC. Bah, ils ont Mhm. eu quelques difficultés de réglage pendant l'Aurore où tu as l'unité le capteur de suivi de l'IMSA et celui qui est sur la voiture, ils doivent communiquer. Alors là, moi, je rentre dans des domaines que je maîtrise pas, hein. Je vous explique comme moi je les C'est les comme moi je développeurs, le ça. comprends. Ouais, voilà. Mais en tout cas, les capteurs doivent communiquer ensemble et apparemment, il y avait ce souci. Donc, pendant la nuit, j'ai lu ça sur Sportier 365, c'est hyper intéressant, où ils expliquent que pendant la nuit, en Allemagne, bah, il y a des développeurs qui ont amélioré le système, qui ont codé un Incroyable. truc pour l'implémenter dans la bagnole le matin et pour que dans la prochaine session ça marche. Et maintenant, ça semble fonctionner. Donc, on peut contrôler à distance et vérifier que la Mercedes est bien dans ce qu'on lui demande comme puissance. Mais ça rajoute une complexité au niveau des voitures qui est incroyable. Euh, Moi qui bosse et qui vais bosser de plus en plus dans le monde de l'historique, je me demande comment ça marchera dans 20 ans quand ça sera sur des plateaux historiques. Après, on se posait déjà la question sur comment les équipes vont exploiter des Audi R8 ou des Peugeot 908 en historique et finalement, ça marche très bien. Ouais. Mais il y aura vraiment cette dose d'électronique qui sera incroyable à gérer. Et c'est pas un aspect du sport que j'aime beaucoup, je t'avoue. Je suis pas un grand fan Ouais, je comprends. d'avoir une BOP pour la compétition au général, même si maintenant je m'y suis fait et je trouve que la CO a eu la bonne idée, hein, finalement. Quand tu vois le plateau qu'on va avoir cette année, on n'a pas encore la liste, mais quand on se doute du plateau qu'on va avoir, Oui. ils ont clairement fait le bon choix. On peut le regretter sportivement, techniquement, mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, ça, avec toute cette électronique et tous ces capteurs, enfin, je sais pas ce que toi t'en penses, mais Ah bah ouais, c'est beaucoup, hein. C'est ouais. sûr que bah, après quand tu parles de compétition historique dans le futur, il y aura pas ces couples-mètres, il n'y a pas besoin en fait d'avoir une vraie équité dans les compétitions d'endurance historique, j'allais Pas dire. d'accord, je suis pas Voilà, d'accord. Ah bon? Ah ouais, moi je pense qu'on ajustera avec le poids, enfin, on trouvera des solutions différentes. Je suis pas certain qu'on dépêche des dizaines de commissaires techniques et de commissaires sportifs pour s'assurer de l'équité si quelqu'un veut outrepasser les règles en historique. Bon, bah, après voilà, on a des On choses verra. différentes. Des façons différentes de voir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'électronique et je suis d'accord, ça paraît être un petit peu difficile de prime abord. Maintenant, je pense qu'il y a des opportunités qui peuvent se créer finalement grâce à ça, notamment en IMSA. Alors après, ils n'ont pas forcément besoin beaucoup de BOP parce que de toute façon, il y aura des drapeaux jaunes et il y aura un restart à une demi-heure de l'arrivée et donc la course va être Ah relancée. oui, Donc j'allais ah non, dire, mais tout ce voilà, que je viens de au dire moins, depuis 10 minutes ne sert absolument à rien. Il faut rester dans le tour du leader jusqu'à 30 minutes de la fin, c'est tout. voilà. Voilà. On C'est est, tout. on est d'accord Ah là-dessus oui, oui. globalement. C'est Ah oui, pas oui. sûr, mais ça devrait quand même pouvoir se terminer comme ça. Donc, si les GTP sont dans le tour du leader, généralement, voilà, après, on devrait avoir un ou deux constructeurs qui se détachent du lot. L'année dernière, c'était Cadillac et Porsche. Voilà, cette année, je ne sais pas, ça sera peut-être BMW face à Acura. À voir en tout cas, mais ça va être assez intéressant. Et surtout, bah, cette BOP, là, en deux phases, pourra être changée selon les circuits du calendrier. Donc ça, c'est aussi Ouais. intéressant. Voilà, à Sebring, ce ne Et sera pas la même balance de performance, évidemment, voilà. qu'à Daytona. Et surtout, moi, ce que je trouve intéressant, j'essaye d'y voir le positif dans tout ça, c'est que, en fait, cette BOP sur 2 niveaux permet donc, vous l'avez compris, si je me suis bien expliqué, d'avoir différentes courbes de puissance entre les basses et les hautes vitesses. Et du coup, ça permet d'avoir un règlement qui s'adapte très bien à des voitures qui ont des caractéristiques différentes. C'est-à-dire que Ouais, selon la motricité que le bloc donne, et puis la transmission de la puissance, quoi, selon l'aérodynamique, on peut avoir un équilibrage précis entre des... Enfin, je caricature, mais on peut vraiment avoir un équilibrage précis entre une Bentley Continental GT3
et une Audi R8. À l'époque, c'était ça, c'était toute cette difficulté de trouver cet équilibre entre un parpaing et une voiture qui a été bien dessinée. Et bah là, on est un peu dans cette même logique, et moi, là où j'y vois du positif, c'est que du coup, puisque les constructeurs qui sont déjà impliqués, mais peut-être les nouveaux qui vont arriver, et d'autres qui pourraient être tentés par l'aventure, Bien sûr. ils vont voir que finalement, tous les éléments de la perfo, de l'exploitation vont quand même tendre vers cette fameuse fenêtre qui va être de plus en plus courte et de plus en plus précise. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va te redonner, à mon sens, hein, ça va te redonner une liberté, et sur la partie mécanique, par exemple Aston Martin qui va se pointer avec un V12 Atmo, et ça va te redonner aussi une liberté sur la partie aérodynamique, puisque de toute façon, tout concourt pour amener tout le monde vers une fenêtre de performance assez précise. C'était la promesse de départ, mais après, les promesses engagent que ceux qui y croient. Quand on te dit faites la voiture que vous voulez et on va vous amener vers un niveau de performance, bah Peugeot l'a fait. Bon, pour l'instant, on voit que c'est un peu compliqué, mais c'est difficile de se dire ça. Tu cherches quand même l'efficacité. Toyota, on l'a vu, l'hypercar de Toyota, la GR010, c'est ni plus ni moins pour moi qu'une TS050 un peu downgradée, mais ça reste quand même, elle a une gueule de prototype et non pas de voiture hypercar GT coursifiée, quoi. Par contre, je pense que maintenant, on peut avoir des voitures qui vont avoir un peu plus d'éléments aérodynamiques reconnaissables. Peut-être que la prochaine Ferrari, s'il y en a une autre après, elle sera encore plus proche des modèles routiers, ou pareil chez Porsche, tu vois. Ils auront cette garantie que cette fameuse BOP de plus en plus fine, certes compliquée, mais quand même très précise, va leur garantir le fait de pouvoir se battre pour la victoire. Ah, c'est génial. Franchement, voilà, moi j'apprécie, et ça y est, on y est, on est dans le vif du sujet, on est de retour dans Endurance Club, là c'est bon, on est bien justement, et ça y est, on va essayer. On est solide sur les appuis là, ouais. Oui, voilà, on est d'accord. On va essayer justement de présenter cette épreuve. Donc les qualifications des 24 heures Daytona, hein, c'est plus pendant le Roar, hein, on l'a dit, mais ça sera donc voilà, en cette fin de semaine, juste voilà, quelques heures avant le départ de la course, qui sera donné heure française 19h45 je crois, samedi soir, voilà, ou 20h, mais bon, en tout cas dans l'intervalle, ça va être entre 19h30 et 20h. J'ai un autre truc réglementaire à te soumettre, et là c'est toi qui vas réagir là-dessus, mais je l'ai lu, alors je sais pas comment ça se passait avant, mais en tout cas là ça a été dit que à l'issue de la course, les 3 premiers du général, et si c'est 3 GTP au général, mais bon on peut quand même le penser, les 3 premiers GTP et les 3 premiers GTD Pro seront inspectés par des commissaires techniques. Oui. Oui, bah oui, enfin, ça me paraissait logique, mais... Non, mais en fait, oui, c'est clair. Attention, on va vérifier votre voiture. Oui, ouais. bah oui, effectivement, ça a toujours été le cas, mais ça mettait plus de temps habituellement, et on se souvient de la polémique avec Acura notamment, et la pression des pneumatiques qui était différente. Voilà, ça, je suis pas sûr qu'il l'aurait vu. Ça, je suis pas sûr qu'il l'aurait vu dans le contrôle post-course. Je suis d'accord. C'est d'ailleurs à tel point que, vous vous en souvenez, hein, mais c'était Honda, enfin quelqu'un de chez Honda qui avait d'ailleurs dénoncé lui-même la supercherie entre guillemets, ou en tout cas le petit avantage trouvé par l'équipe Meyer-Shank. Bon, en tout cas voilà, ils ont quand même gardé leur victoire. Ouais, puis ils sont revenus chez Acura. Non mais c'est incroyable. Là quand tu vois Acura Meyer-Shank, enfin moi je me dis mais c'est comme quand tu vois un mec qui est condamné, enfin je sais pas, c'est je le piperai. Mais tu vois, qui revient et qui veut se présenter, enfin c'est incroyable. Tu te dis mais les gars, quand même on les a pas pris avec un morceau de doigt dans le pot de confiture, ils avaient la main entière quand même dedans. Ouais, c'est vrai. Moi, pour moi, ça aurait été pour moi les liens auraient été tu peux pas les bannir à vie d'un championnat, mais en tout cas pour moi déjà par propre estime, je pense que chez Acura jamais j'aurais rebossé avec ces mecs là. Mais bon. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là, parce que bon, Meyer-Shank voilà, a essayé. Ouais. Ils ont viré le gars qui était soi-disant responsable de ça. Bon, voilà. Après, tu fais le ménage. Hein. Il peut y avoir des brebis galeuses. Il n'y a pas de souci. Et puis des gens qui essayent d'aller plus loin dans la. Là, c'est en l'occurrence de la triche. Mais par contre, ouais, vraiment, je trouve qu'à Acura, c'est bizarre qu'ils rebossent avec eux. Quoi. Et là, en plus, il y a 2 voitures, donc on peut aller dans le vif du sujet de la liste des engagés, hein, mais 2 voitures avec Meyer-Shank Racing, HRC USA, donc la filiale Honda Racing Corporation américaine, qui engage donc la 60 avec Blomqvist, Braun, Dixon et Rosenqvist. Franchement, ça va aller vite de chez vite, je pense. C'est beau. C'est vraiment un bel équipage. Et puis, alors il y a des liens en plus entre l'IndyCar et l'IMSA, hein, bien sûr, parce que Rosenqvist est pilote Meyer-Shank, Scott Dixon est pilote Ganassi, mais avec Honda. Donc c'est pour ça qu'ils ont été prêtés.
Et puis dans la 93, parce qu'il y en a bien une deuxième, il y a Nicky Lolly, venu de chez BMW. Peut-être pas le bon move, je sais pas, on va voir. BMW cette année, ça me paraît être pas mal. Van der Zandt, qui lui est passé de Cadillac Ganassi à Acura. Alex Palou, l'équipier de Dixon et multiple champion de l'IndyCar. Et puis un petit jeune, Ota, un japonais qui a priori voilà, est en train de monter aussi. Ils sont plusieurs, hein, les pilotes nippons, à être comme ça engagés dans les épreuves d'endurance pour T'as quelques infos finalement sur lui, augmenter non? le Je vois que contingent. tu t'étends pas trop sur Kaku Ota, c'est que tu dois pas trop maîtriser, si? Kaku Ota, il était assez rapide, on va dire, dans les séries japonaises, en Super GT, Ah, ok. etc. Mais voilà, c'est un rapide, hein, il a gagné le Super Taiko, tu vois, en 2022. Ok, ok. Il a été en GT 500 japonais, mais il a jamais performé. Enfin, moi, j'ai été assez surpris, en fait, qu'il soit soutenu comme ça par Honda, et surtout mis en IMSA à Mhm. l'international. Ouais, ok, il a fait vice-champion de Super Formula Light, donc la deuxième division de la série monoplace la plus Mhm. élevée au Japon. Mais franchement, il va peut-être me faire mentir, mais c'est pas le cador de Ok, l'année, pour moi ok, en tout ok, cas. ok, Voilà. Donc ok. voilà. Kaku Ota sera dans la 93 avec Palou, Van der Zandt et Yellow. Donc on va voir ce que ça peut donner. Mais peut-être que cette année, ouais, effectivement, Acura, de retour donc avec Meyer Shank, Mhm. peut se remontrer aux avant-postes parce qu'on se souvient quand même que l'année où ils se sont fait prendre donc à Daytona, ils avaient perdu les points, ils ont gardé la victoire mais ils ont perdu les points et ils avaient perdu le titre du coup, Mhm. alors que franchement la saison était solide quoi. Ils ont un petit. J'ai vu aussi qu'ils avaient donc un châssis neuf, Meyershank, et qu'ils ont récupéré un ancien de chez Wayne Taylor. Donc Mhm. c'est pas mal. Et chez Wayne Taylor, pour le coup, eux, ils ont pareil un châssis qu'ils devaient déjà avoir. Et je sais que la 10, c'est le châssis qui a gagné au Petit Le Mans. C'était Voilà. la 0-1, Ouais. C'était ouais, exactement. de Ganassi, quoi. Ouais, de Voilà. Bourdet à Van der Zandt. Voilà. Qui s'était imposé donc bah voilà, il y a quelques mois de ça. Donc là, ça va aller vite. D'ailleurs, tiens, ce châssis Cadillac numéro 10, toujours bleu, évidemment cher à Wayne Taylor, avec un bel équipage, hein, je trouve. Oui, oui. Albuquerque, Stevens, Hartley et Ricky Taylor. Et puis dans la deuxième, je pense que ça va être rapide aussi, hein, avec Alex Lynn, incroyable. Lui qui est lié finalement à Cadillac plus qu'avec Ganassi. Je pensais que c'était l'inverse, mais c'est vraiment Cadillac qui le veut. C'est un peu comme Sébastien Bourdet. Kobayashi, alors là je comprends pas, mais c'est pas grave, qui roule Cadillac alors que c'est un pilote Toyota et qui en plus a des fonctions de directeur sportif chez Toyota Mais je pense qu'il en WEC. il se fait lui-même son mot d'excuse, tu sais. Il se fait son bon de Oui, c'est sortie. ça. Je pense qu'il Bah, l'auto-signe, quoi. c'est-à-dire que c'est le directeur sportif qui m'a autorisé à venir. Bah oui, ça tombe bien, c'est toi, Voilà, Camoui. merci, je peux. Oui, oui, vas-y, Kawi. Bon, bah, merci. Bah, merci. Incroyable. Il a fait une assemblée générale commune entre lui et c'est bon. Euh, Jordan Taylor, qui sera également là avec Kobayashi Lin, et puis Louis Deletra. Franchement, ça va aller vite aussi hein, chez Cadillac, et je me dis que avec le retour chez Wayne Taylor, ça peut fonctionner. Je sais pas pourquoi Wayne Taylor l'année dernière en IMSA a vraiment été malchanceux ou en tout cas souvent touché par les problèmes, ce qui Mm. du coup ils ont Mm. terminé très très loin alors qu'ils avaient commencé l'année en fanfare, hein, troisième Mm. à Daytona avec Deletra, Taylor et Colton Herta ainsi que Jenson Button. Bon, le quatrième pilote n'était pas forcément très important dans le quatuor. Et la victoire surtout à Sebring, avec un dépassement de Louis Delettra sur Sébastien Bourdet dans les derniers instants. Donc je pense que là, avec Cadillac, ça va vraiment, vraiment fonctionner. Et je pense qu'en WEC, c'est pareil, hein, avec Jota, ça va être quelque chose. Donc voilà, en Alors, tout cas, Cadillac, Acura, j'ai lu déjà par très contre fort. que Lynn était malade. Je sais pas si ce sera le cas pour la course, mais je suis pas sûr qu'il roule. En tout cas, il a Ah, pas roulé là pour les essais. Et oh, j'ai pas lu ça. non, t'as pas Lou. J'ai Palou qui, Et lui, est chez Acura. voilà. Et par contre, Louis Delettra, alors là, je vais peut-être sortir une énorme bêtise, mais c'est sa première chez Cadillac, non? Ah, bien sûr, oui, tout à Ouais. fait. Non, c'est pas une énorme bêtise. Ouais. Ok. Non, parce que ça, moi, enfin, j'attends ça énormément. Je veux dire, bon, bah, Jordan Taylor, t'as quand même le plus rapide des deux Taylor, donc c'est l'avantage. Louis Ouais. Delettra, je pense que tu lui mets n'importe quelle voiture entre les mains, il est même pas à 100% du potentiel. Je pense qu'il est déjà au-delà, ce qui est un avantage. Et Ouais. Kobayashi, il est quand même, c'est pas non plus un peintre à Daytona. Ah, pas du tout.
Non, Donc, je rigolais doucement parce que je trouve que voilà, le fait qu'il soit oui, chez mais moi Toyota aussi, non, en mais moi WEC et aussi. Cadillac ici, bon, c'est bizarre. Mais en tout cas, c'est un super client, hein. Et donc là, moi, la 40, c'était souvent la voiture que je regardais moins chez Wayne Taylor, entre la 10 et la 40. Il y avait toujours ce côté un peu, je la considère moins. Et là, en fait, bah voilà, comme d'habitude, ils ont fait l'équilibre avec un Taylor sur chaque voiture. Et je Mhm. pense que celle-ci est potentiellement celle à suivre. Après, à voir Alex Lynn s'il est là ou pas, quoi. Ah ouais, ok. Ben ça, tu vois, j'avais pas suivi, mais je pense que Cadillac sera dans le coup, en effet, comme d'habitude, hein, puisque l'année dernière avec Ganassi, ça marchait aussi. Alors pareil, des petits gremlins, des petits problèmes de fiabilité. Hmm. Donc à voir si l'exploitation par Wayne Taylor va fonctionner et qu'on se détache un peu de cette guigne Ouais. qui était présente l'année dernière. Et Et puis donc, il y en a une troisième, évidemment, Cadillac, voilà, celle de l'équipe Action Express Racing, avec exactement. aussi un bel équipage. Ça va peut-être faire des étincelles, hein. Bamber Aitken, ça peut faire le côté spectacle, Oui. crash, accident. Et puis, ah, je suis méchant. Et t'as Frédéric Vesti et Felipe Drugovich qui viennent s'ajouter à ce duo. C'est assez spécifique et assez surprenant, moi je trouve. Mais bon, après, c'est comme ça, hein. Drugovich, lui, il essaye de trouver une place en endurance après avoir été un peu rejeté de la monoplace et de la Formule 1 notamment, parce qu'il a quand même été champion de Formule 2 et il est pilote d'essai Aston Martin. Et puis Frédéric Vesti, donc vice-champion de Formule 2, qui est là aussi pour essayer de se faire une place en endurance. Ça n'a pas bien fonctionné l'année dernière avec Cool Racing en ELMS, mais cette année, là chez Cadillac, ça peut peut-être lancer sa saison. Là, il y a aussi un enjeu de performance parce que maintenant que, donc, vous savez, Cadillac a basculé à 2 voitures en WEC, mais Mhm, avec Jota tout Sport. à fait. Et du coup, là, je sais que Action Express a fait, oui, a déposé une demande d'engagement en 24 heures du Mans. Parce que voilà, comme ça pourrait faire 3 Cadillac, puisque les 2 qui sont en WEC sont mécaniquement engagés, hein. Donc Ouais. Action Express a fait une demande d'engagement et Wayne Taylor Racing aussi. Donc ça Ah, pourrait nous faire d'accord. potentiellement 4 Cadillac au Mans. Ça aurait Ah, je suis une pas sûr que sacrée la tronche. CO. Ah, remarque, si, parce que Porsche était bienvenu avec Ouais, combien? 3 ou 4 voitures? 3 voilà, on a plus Isotta Fraschini, Lamborghini, voilà. n'est plus là non plus. Donc, Mhm. donc voilà, je pense qu'on aura peut-être 4 Cadillac cette année. Oh, ça serait pas mal, effectivement. Moi, j'aime Ouais, ce serait bien les canon. Cadillacs, c'est souvent solide, mais je sais pas si cette année ça va jouer la victoire. Oh, quoique, on l'a dit, hein, la 40, elle va Hmm. forcément être là au vu du line-up qui est engagé. Acura, moi, je dis qu'ils sont toujours là. Et puis Porsche, évidemment. Alors, Porsche Penske, beaucoup d'enseignements de l'année dernière où on a obtenu un nouveau titre, hein, évidemment, le 45e pour l'organisation Roger Penske en tout dans tous les sports mécaniques dans lesquels il est engagé. Enfin, c'est incroyable. Et quand on voit les line-up, c'est fou, hein. Dans la 6, il y a quand même Kevin Estre, Mathieu Jaminet et Matt Campbell. Donc, moi, je me dis que c'est pas si mal. Et puis dans la 7, on a donc Felipe Nasser, Dan Cameron, Lorenz Vantore et Nick Tandy. J'ai dit Dan Cameron, n'importe quoi. Lorenz Vantore, Nick Tandy, Felipe Nasser dans la numéro 7. Non, Dan Cameron n'y est pas. En fait, Porsche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réduit, on l'avait déjà évoqué, mais ils ont réduit le nombre de pilotes, leur pool de pilotes, on va dire. Ils en avaient 10, ils en ont plus que 8. Et en gros, il y a Ouais, 4 pilotes qui font les 2 championnats, qui font à la fois le WEC et l'IMSA, c'est Campbell, Jaminet, Vantore et Estre. c'est ça. Et là, en fait, en GTP, ils sont donc 3, tu viens de le dire, par voiture. Si jamais une Porsche gagne, c'est la première fois depuis 2018, ça sera la première fois depuis 2018 qu'un équipage de 3 pilotes l'emporte. Parce que c'est quand même C'est vrai devenu que la norme généralement, ils d'être sont 4. 4. Ouais, C'est vrai. ouais. Et bon, alors tu sais, tu m'avais dit, ouais, ils font ça. Je sais que toi, t'es pas trop fan de l'idée d'avoir Non. 3 pilotes sur ce genre de manche et 2 en WEC. Et en fait, il y a cette logique peut-être d'optimiser le temps au stand, etc. Enfin, je sais pas. En tout cas, le truc qui est vraiment mis en avant là dans les éléments de langage, c'est que c'est aussi surtout pour maximiser le temps de pilotage, le temps de roulage, quoi. Parce qu'ils se Ouais, sont bien rendus sûr. compte qu'avec le nombre de pilotes qu'ils avaient, bah finalement, la préparation était quand même assez limitée, quoi. Donc voilà. Alors déjà, il y a ça. Et puis, moi, c'était Antonio Ferrari qui me l'avait dit en ELMS, là, le boss de l'équipe Euro International. Il m'avait expliqué qu'il mettait que 2 pilotes en LMP3
de façon à pouvoir justement, alors avec les pilotes bronze, etc., c'est peut-être un petit peu différent, bien sûr, sur le temps de roulage, mais optimiser les stratégies. Si besoin, comme tu dis, de faire monter tel ou tel pilote dans la voiture, bah, on peut, et on peut être assez réactif. Et donc, bah, voilà, on joue un petit peu plus avec les temps de roulage. C'est pas le cas en GTP parce qu'on a que des pilotes professionnels, mais par contre, on peut s'ouvrir les opportunités. Si un drapeau jaune à tel moment et que on veut rentrer au stand, alors que si on avait été 4, bah, il y aurait peut-être Ouais, bien eu un sûr. truc de se dire ça fait 20 minutes qu'il roule, non, on peut pas rentrer. Bah, voilà, ça peut ouvrir des opportunités. Et comme tu dis, beaucoup de temps de roulage aussi en amont, donc pendant le roar et puis pendant les séances d'essai. Bon, en tout cas, il y en a un qui pourra pas gagner une nouvelle Rolex Aïe! pour une victoire au général. Il peut peut-être le tenter dans une autre catégorie, c'est Pipo Derani, puisqu'on parlait de Cadillac. Moi, j'ai toujours des images de Cadillac éclatées dans les airs, hein. C'est ou Earl Bamber ou Pipo Derani en général. Oh là là, Et là, c'est il vrai est que pas c'était là, le cas quoi. l'année dernière. Il a basculé en catégorie GTD. Exactement. Alors, il est surtout en phase de transition, j'allais dire, Oui, aux c'est pour États-Unis, ça. parce qu'il a trouvé refuge chez Hyundai quand même, hein. On se Ouais. demandait, il a quand même quitté Cadillac de son plein gré, et on se demandait où il allait arriver, parce que bah, c'est vrai que chaque année, il est solide, il nous fait soit la pole, soit la première ligne, Hmm. et là, bah oui, en GTD, bah, ça va faire du spectacle, hein, cela dit, hein, de retrouver Pipo Derani donc dans la voiture d'un Chevrolet 36, Corvette, donc ouais, ouais, ouais. numéro 36. Avec du Salid Yolouk, avec du Charlie Eastwood. Non, mais on a du. C'est Et marrant, enfin, attends, ouais. avec, moi je suis quand même très très surpris, mais sur les épreuves sprint, là il sera pas à Daytona, il y aura un certain Robert Wickens Ok, ah ouais. sur cette voiture. C'est quand même fort parce que Robert Wickens, il est maintenant paraplégique après son accident Hmm. de Pocono en 2018 que malheureusement j'avais commenté. Et là, c'est quand même un retour. Il nous fait un peu comme Alex Zanardi finalement, Robert Wickens. Et ouais, ça va être intéressant à suivre. Ils ont trois engagements, je crois. Alors, je sais pas s'ils ont les trois à Daytona, mais sur la saison, je crois qu'ils auront trois Corvettes Ah, DXDT. pas mal. Ouais. Ouais, non, il y a une vraie montée en puissance. Ouais. Bah, ça va être intéressant à suivre parce que en GTD aussi, pro et puis pas pro, ça va être vraiment disputé. Pour revenir à la catégorie GTP, donc on a les deux Porsche usines. Alors est-ce qu'elles peuvent jouer la victoire? Moi je dirais que oui, comme d'habitude, hein, de toute Ouais. façon. En plus, ils ont dit qu'ils étaient encore mieux préparés que l'année dernière. C'est dire. Mais il y a eux aussi deux Porsche privés qui s'ajoutent à ça. Et franchement, vu le line-up de la Porsche numéro 5 de chez Proton, j'espère que la préparation va être aux petits oignons. On voit quand même Neliani, Nico Pino et nos deux Français, Tristan Vautier et Julien Lauer, qui a été bah, finalement autorisé, j'allais dire, par Porsche, puisqu'il est titulaire officiel Hmm. maintenant, pilote Porsche en 2025 en WEC, autorisé à venir, toujours avec l'équipe Proton de Christian Ried, qui l'apprécie beaucoup et qui lui a mis le pied à l'étrier et qui fait, à mon avis maintenant, que Julien est pilote officiel. Donc ça va être intéressant la Porsche numéro 5, je trouve, à suivre. Après, ils ont eu des. Je sais pas si là, on rentrerait pas en 2025 dans la fameuse ère, tu sais, on en a déjà parlé dans Endurance Club, l'ère 98-99, où Porsche, en fait, a trouvé des trucs sur sa voiture et va pas forcément le dire aux équipes privées. Je dis ça parce que là, pendant Hmm. les premiers essais il y a eu pas mal de problèmes électriques, remplacement de batterie et du MGU sur la numéro 7. Il y a eu un changement de batterie aussi sur la numéro 5. Il y a des problèmes de haute tension, enfin, je sais pas, sur la JDC. Comme l'année dernière, hein. Moi j'ai Oui, l'impression que quand ils prennent les vibreurs, ils n'ont pas encore tout à fait bien compris les pics ouais. Et d'énergie là justement, qui peuvent leur coûter des pénalités. toi, tu penses que c'est plus lié au pilotage parce que potentiellement, tu te dis que les voitures officielles pourraient avoir le même problème, mais les pilotes savent où mettre les roues un peu plus que les voitures privées. Ben, je sais pas si c'est qu'ils savent où mettre les roues, mais en tout cas ils ont été briefés à pas prendre Oui, tel oui, ou non, tel mais vibreur, etc. Tu vois. Tristan Euh, Vautier ou enfin tous ces gars-là savent vous mettre les roues. Hein. Je suis pas en train de dire que, oui, oui, on est mais ok, d'accord. ok, ouais, je sais pas. Bah, enfin, en tout cas, Non, moi non plus. j'y crois un peu moins. Après, il y a des grandes épopées. D'accord. Il y a des grandes épopées Porsche à Daytona. Je pense à 95, je crois. Des Porsche un peu improbables que tu vois pas venir et qui gagnent. Il peut y avoir ça, mais je miserais quand même plus Oui, sur les voitures officielles et comme tu l'as dit sur BM aussi quand même. on est d'accord. Oui, oui, non, c'est sûr. Franchement, BM là, moi je crois qu'ils ont déjà
changé leurs équipages pour certains. Ils ont fait confiance donc à des cadors. Et puis surtout, ils se sont montrés. Alors oui, ça n'est que la semaine précédant les 24 heures, mais enfin, c'est toujours bien quand même pour le moral aussi et puis pour la confiance de montrer les couleurs et de belles choses, hein, de beaux chronos, parce que BMW, séance numéro 2, ils sont en tête, séance numéro 3, ils sont en tête, séance numéro 4, ils sont en tête, avec des chronos tout à fait encourageants, hein, 35.4 donc pour la BMW numéro 24 de Marcello, Vanthoor Dries, Philippe Eng et Kevin Magnussen, qui du coup revient en IMSA, parce qu'il était engagé par Ganassi, quand même, on se souvient, avant son retour en Formule 1, et Magnussen, ça peut peut-être être un client chez BM. Kevin Magnussen, tu parles de l'ancien pilote Peugeot, c'est ça? Oui, tout à fait. Non, mais c'est bien qu'il bascule enfin en endurance. Enfin, je sais pas s'il va se stabiliser, puisque lui, on le rappelle en Formule 1, il y retourne. Hein. Non, apparemment, il aurait dit qu'il était. Bah non, c'est non ce qu'il avait dit à l'époque. Non, mais là, il avait dit que. Je sais pas s'il avait de vraies opportunités ou pas pour cette année. Mais j'ai cru comprendre que bon, il s'est dit ouais, faut peut-être arrêter d'écumer les. Ouais. Hein. Peut-être. Et puis surtout, là, je pense qu'il y a aussi. Je fais un peu de psychologie de comptoir, mais je pense qu'il y a aussi quand même à un moment une histoire à prendre en marche pour essayer de s'inscrire un peu dans les traces du père, quoi. Exact. Parce que Yann, le petit Jannou Magnussen, c'est quand même une légende de l'endurance, puisque son passage en Formule 1 a été assez court. Mais c'est vraiment Ce qui est fou d'ailleurs, parce que c'était qui? C'était Paul Stewart, je crois, ouais. Qui disait que Yann Magnussen, c'était quand même le futur Senna. Hein. C'est ça, exactement. Je tiens à le rappeler. Ouais, léger comme comparaison. Et donc, non, ça va, c'est le futur Senna. Ok, bon, ça va, toi, la pression? Bon, oui, c'est bien. Non, mais je pense que... attends, il s'est blessé et il a plus vraiment rien fait, hormis en endurance, où là, peut-être qu'à l'époque, en GT en tout cas, les contraintes physiques étaient un petit peu moins limitantes pour lui. Mais voilà l'explication. Donc c'est vrai que le fils Kevin a vraiment envie de bien faire, je pense, en endurance. Et quoi de mieux que de faire ça avec BMW? C'est vrai que Yann Magnussen, les premières années chez Panos, on peut pas dire que c'était le mec le plus fit du plateau, quoi. Tu vois, on était plus sur un physique Franck Biela qu'autre chose. Mais en tout cas, là, chez BM, je pense qu'ils ont... Et puis bon, voilà, réunir Vanthoor Marcello sur la même caisse, avec Magnussen en bonus. Qui va aller le plus au contact? C'est ça la question, finalement. Oui, c'est ça. C'est un peu comme dans la 31 que je disais chez Cadillac. Oui. Voilà, non, parce que là, on a quand même Dries Vanthoor qui est à peu près c'est le yin et le yang par rapport à son frère, quoi. C'est-à-dire que c'est le mec... Oui, mais alors... un des mecs les moins cliniques, je pense, sur la piste. Enfin, je sais pas. Mais alors par contre, rapide comme tout. Hein. Ah ben non, mais bien sûr, bah voilà, c'était... Au Mans, on aurait pu avoir une hyperpole BMW aux 24 heures du Mans, quand même, s'il n'avait pas tanké à Indianapolis. Kevin Magnussen, j'ai pas le souvenir en Formule 1 que ça soit le mec qui ouvre le plus de portes et qui soit le moins rugueux. Après, je suis pas un spécialiste, mais enfin... Attends, mais moi je me souviens surtout au bus stop, je crois, aux 24 heures de Daytona, quand il roulait justement en IMSA avec l'équipe Team Ganassi, il avait tenté des dépassements, il avait réussi d'ailleurs, mais c'était au chausse-pied. Hein. Et Marcello, bah écoute, historiquement c'est pas le pire, je pense. Mais j'ai vu qu'à Macao ça a pas été super propre. Je pense qu'il est... Ah bah faut se faire de la place. Ouais, mais je pense qu'il est tout jeune, Marcello. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais il est quand même... Attends, il est tout jeune. Il est de moins en moins tout jeune. Hein. Oui, je crois qu'il a 35 ans. Ah merde, tu vois. Ouais, bah c'est jeune, ça reste jeune quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Attends, je sais plus. Parce que je crois qu'il a 1 an de moins que moi, il me semble. Attends, je vais vérifier ça tout de suite. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Alors, ok, je cut. Ce que je voulais dire, c'est que Marcello... Non, il a 30 ans, je suis désolé, je l'ai vieilli. Ouais, quasiment comme toi. Je voulais dire que Marcello, en gros, j'ai l'impression que son passage en prototype, alors que le mec était vraiment typé GT, et en GT, hyper fort, palmarès de dingue... Et voilà, Marcello, je vais pas revenir là-dessus. Et je l'avais eu, en plus, j'avais échangé plusieurs fois avec lui, où il avait vraiment cette application, cette envie. C'est vraiment le type de pilote qui réfléchit beaucoup, qui se prépare énormément et qui a cette volonté d'être ultra propre. Et là, j'ai l'impression que depuis qu'il est basculé en proto, c'est un peu moins le cas. Ouais, peut-être. Mon avis personnel. Pour moi, c'était F1 potentiel, hein, quand même, lui. Ah oui, clairement. Marcello, hein. F1 matériel. Il a quand même dominé F1 matériel, pardon. Ouais. Mais il a le potentiel de performer en Formule 1, voilà, tu m'as compris. Quoi. Ouais, Kevin Magnussen aussi, peut-être. Faudrait voir, faudrait juger. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, je pense que c'est pour ça aussi. Non, mais en vrai, c'est aussi une bonne équipe justement pour cette raison-là aussi. Oui. BMW, je trouve que quand même ils ont su ajuster un peu le tir, même au niveau des. T'as des mercenaires là. Philippe Philippe Eng, je le connais moins, je t'avoue, mais les trois autres, en tout il est cas, rapide aussi. de ce que j'en connais, ils ont cet esprit mercenaire quoi.
enfin, Dries Vanthoor, il adore être tout seul dans la caisse, je pense, quand il faisait des manches sprint en GT et chercher la performance. Magnussen, c'est un mec qui a vécu pendant combien d'années, enfin, quasiment Faudra toute voir sa ce qu'il peut faire carrière. en Formule 1, hein, si on lui donne sa chance. Ouais, Mais... faudrait vraiment essayer, putain, ça vaudrait le coup. Non mais voilà, ça la 24, sauf s'il l'éclate, mais sinon, s'il l'éclate pas, ça peut aller très très bien. C'est vrai, je suis d'accord. Et donc la 25, eh ben, on retrouve Robin French qui lui aussi roule bien, René Rast, Sheldon van der Linde et Wittmann. Tiens d'ailleurs, on a les deux frères van der Linde Oui. chez BMW cette année, donc pas dans le même programme, mais ça va être assez intéressant de voir ça. Pas comme les frères Vanthoor qui eux sont dans des constructeurs, enfin dans des équipes différentes. C'est vrai qu'on a pas mal de... Ouais, on a les fratries entre les Taylor, Ah bah ça y est là, ça arrive. Hein. Hmm. On a les frères Taylor hein, et on a maintenant voilà les frères Van der Linde réunis chez BMW. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Mais moi je sais pas si je suis là à mettre une petite pièce sur BMW cette année, mais je pense qu'ils vont être pas mal aux 24 heures de Daytona. Hein. Si, pour moi, ça joue devant. Hein. Pour moi, je vois bien un match BM Porsche. Je vois bien un match allemand en tête et avec les constructeurs américains. Quand je dis les constructeurs, c'est Cadillac et Acura qui est la branche américaine, on va dire. Je les vois un poil derrière. Ah, tu vois, ça va être intéressant. Et où vois-tu la seule SC63 de chez Lamborghini qui en plus n'est plus en collaboration avec Iron Lynx là, c'est on Riley affirme qui a vraiment. repris, ouais. Ouais, en fait, c'est ça. J'avais manqué l'info justement. J'essayais de chercher qui avait pu reprendre parce qu'on avait plusieurs noms en tête. Et donc maintenant, bah, on affirme ses racines italiennes pour Lamborghini qui quand même profite de l'IMSA et de cette réglementation qui est assez ouverte, j'allais dire, pour les GTP, de pouvoir engager qu'une seule voiture avec quand même un sacré line-up, moi je trouve. Hein, Romain Grosjean, Mirko Bortolotti, Danick Kvyat et Dordo Mortara. Donc il va falloir suivre ça, peut-être surtout de nuit. Alors on sait que s'il pleut, comme ça a été le cas d'ailleurs hein, lors de l'une des séances dans le Roar, elles sont rapides et efficaces, hein, c'est Lamborghini, on l'a vu à Indianapolis l'année dernière en IMSA. De nuit, voilà, faudra voir aussi pour les Lambeaux. Je ne sais pas ce qu'on peut attendre de cette voiture, on espère que le développement puisse continuer, mais je ne vois pas où va ce programme. Malheureusement, ils sont un peu bouchés en WEC parce qu'ils n'ont pas la capacité a priori d'engager deux voitures. Enfin, en tout cas, ils ne veulent pas se l'offrir, cette possibilité. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Lamborghini là? Je t'avoue que chez eux, On ne sait pas. Hein. En fait, c'est un enchaînement de décisions qui sont à l'encontre de ce qu'on peut attendre. Moi, je me souviens de Giorgio Sanna que j'avais rencontré alors que le programme était encore pas totalement officiel, qui était l'ancien boss du programme Lamborghini Squadra Corse, qui a été, je sais pas si c'est décapité, mais en tout cas, qui a été enlevé du programme alors même que la voiture n'avait pas encore pris la piste, alors que c'est le gars qui porte depuis plusieurs années toute l'équipe, qui a monté le département compétition, qui a vraiment tout structuré et qui a appuyé sur le bouton vert, et il saute juste avant le début du programme, donc c'est quand même totalement improbable. Et puis après, bah voilà, la volonté de rien faire comme les autres, une seule voiture. Après, il y en a deux au Mans, mais ça faisait un peu comme dans les années 80 ou 90 où tu sens qu'ils avaient préparé la caisse. Limite, il avait fini de la sticker juste avant le pesage. Et puis là, cette année, pas de WEC, que de l'IMSA, mais que les courses longues et avec une seule voiture. Ça va les gars, enfin, vous voulez faire on pouvait pas faire moins, quoi. Donc Ah non, bah non, ça c'est sûr. Ouais, non mais c'est vrai, c'est le programme le plus restreint possible. Et donc, bah, je vois pas où ça va, parce que c'est pas du tout le signal que tu envoies quand tu veux aller chercher de la performance et des victoires. À moins vraiment d'une surprise énorme, et comme tu l'as dit, la line-up de pilotes, par contre, elle est incroyable, c'est quatre pilotes, quatre garçons dans le vent, c'est quatre super pilotes, mais je vois pas où ça peut mener, parce que t'as tous les inconvénients d'avoir une seule voiture, c'est-à-dire que tu peux pas, comme tu l'as dit, tenter plusieurs stratégies, mutualiser des retours d'expérience, apprendre de problèmes. T'as pas non plus une saison complète pour apprendre sur des circuits courts, des circuits plus longs, des circuits rapides, des circuits urbains, etc. Le Mans, franchement, je suis pas sûr que ça soit jouable. J'espère que la CO, s'il y a eu une demande d'engagement, je sais pas, même pas s'ils ont osé en demander une, mais s'il y a eu une demande d'engagement, j'adorerais que la CO la considère et leur donne une place, parce que ça ferait évidemment de la diversité au départ, mais je suis vraiment pas sûr qu'on les retrouve. Est-ce que la prochaine étape, c'est de dire qu'ils arrêtent le programme? Franchement, on n'est pas loin. Hein. Ah là là, j'espère pas pourtant, parce qu'il y a quand même Ouais. des petites choses à faire. Donc on va voir si avec l'arrivée de l'exploitation d'une autre structure, ça peut peut-être redonner une dynamique. Pourquoi pas?
On va suivre ça, mais bon, c'est vrai qu'il faudra plus compter sur les drapeaux jaunes et sur le déroulé de la course pour essayer de rester dans le tour des leaders pour Lamborghini, plus que le niveau, on va dire, de performance. C'est ça. Donc bon, ça va être en tout cas assez ouvert, assez intéressant. Bon, je vois bien que voilà, le match allemand peut peut-être avoir lieu. BMW face à Porsche, on n'exclut pas les Cadillac évidemment non plus, et les Acura avec le retour avec Meyer-Shank. Surtout que les équipages sont plutôt pas mal, surtout la 60, pour moi en tout cas. Mais ça va être vraiment une course à suivre attentivement. Donc moi je sais que 19h30 sur Automoto la chaîne là, ça va être le rendez-vous, donc dès samedi. On va tous se connecter sur la chaîne. Et ça va être une très très belle bataille. Aussi en LMP2 avec 12 voitures, donc toutes des Oreca. Il n'y a pas de Ligier, il n'y a pas la Ligier du Shunkreach Motorsport. Quelle déception. Ouais, non. Non, bon d'accord. J'aimais bien la variété. C'est sûr que l'exploitation de l'équipe Shunkreach était un petit peu plus l'année difficile. dernière, ils nous avaient fait une belle épreuve de Daytona. C'était superbe. Ah oui. Ah bah ils ont visité tous les bacs, je crois. Enfin, il n'y a pas beaucoup de bacs, mais tous les à côté de la piste. Non, dommage. Dommage effectivement de ne pas retrouver en tout cas la Ligier face aux Oreca, même pour voilà, la variété de la liste des engagés. Donc toutes les mêmes autos, elles sont efficaces, ces Oreca. C'est pas Hugues de Chonac qui va nous dire le contraire, évidemment. Et donc on va retrouver quand même de beaux pilotes, parce qu'on a un certain, je crois, Sébastien Bourdet. Faudrait voir en F1 ce qu'il donne aussi, lui. Attends, il va être sur la voiture numéro 8 avec Van Uitert, avec Sébastien Alvarez et avec John Farano. Donc lui, c'est le pilote bronze, le responsable, on va dire, porteur de la valise. Financement de chez Tower. Voilà. Mais quand même, les trois autres, je pense que John Farano, lui, à 22h, il va avoir fini ses relais. 22h, heure locale là-bas. Un petit plat de pâtes, au dodo. Voilà, et on va laisser Alvarez, Bourdet, Van Uitert se libérer. Ça va être quand même très fort. Moi, je pense aussi à TDS Racing. Je crois que c'est la seule équipe française, si je dis pas de bêtises, comme l'année dernière, qui est engagée. Et on a Mikkel Jensen, Hunter McElroy, Charles Milesi, qui a été ajouté, et Steven Thomas, donc lui, pareil, le pilote bronze dans l'équipe. Mais franchement, ça promet cette catégorie LMP2. J'ajoute un autre Français, Paul Louchatin, pilote alpine en endurance, qui là rejoint encore ERA Motorsport, avec David Enemeranson, avec Ryan Dehill, qui sera là aussi, et avec le quatrième pilote que je connais un petit peu moins, faut bien avouer, mais Lutke. Voilà, et que moi je connais du coup. C'est pas vrai. Bah si, parce que Tobias Lutke, c'est le... Alors je connais pas son background en sport auto, mais de ce que je suis allé voir son petit profil Instagram ce matin, et du coup j'ai vu qu'il a fait il a fait le... Ah putain, là j'ai bouffé les noms parce que c'est plein de sponsors, mais là le championnat IMSA un peu light, quoi, tu sais, enfin c'est ça, non? D'accord. Enfin voilà, championnat, je crois qu'il a fait ça, ouais. Deuxième division, quoi. Ouais, en gros, et c'est le boss de Shopify, donc c'est une solution de création de boutiques e-commerce. Donc en fait je le connais via ça. Et il est associé à DHH, qui est aussi dans le domaine du web, donc ça fait un équipage un peu... Les geeks, l'équipage geek. Ouais, ok, équipage geek, mais bon, maintenant on est libéré, j'allais dire, du pilote historique de cette voiture numéro 18 qu'on avait l'habitude, enfin que j'avais l'habitude de charrier Dwight Merriman. Donc là, ça va peut-être aller. Faut pas que DHH fasse de bêtises. C'est ça. C'est lui c'est juste ça. s'appelle lui le maillon faible. Ouais. Et c'est devenu le maillon faible. Et toujours en LMP2, on a le retour, parce que moi j'aime bien faire des passerelles avec l'économie ou tu vois le monde réel. On a aussi Georges Kurtz. Alors ça, on dirait toujours. À chaque fois que je dis Georges Kurtz, j'ai l'impression que c'est un blaze qui sort de Groland. Mais non, c'est son vrai nom, son vrai prénom. C'est un vrai nom, c'est un vrai monsieur. Et sur la 04, du coup, la Crosstrike APR, qui lui n'était pas venu depuis un petit moment. Ah bah le scandale. Voilà, le scandale. Ça. Exactement. Enfin le scandale. Je sais pas si c'était un scandale, mais en tout cas le problème que CrowdStrike avait rencontré sur l'année 2024 et surtout, j'allais dire, à mon avis, il s'est occupé de remettre les choses à flot et il s'est dit, je vais repartir du bon pied en 2025, ça va être tranquille, quoi. Donc il était, c'était depuis l'été 2024 en gros, et lui il sort quand même de 2 deuxièmes places. Vous allez vite remettre l'image. Il a fini 2 fois deuxième en LMP2 à Daytona 2023-2024. Et notamment en 2023, je pense que vous avez l'image où ça joue sur la ligne avec Proton Compétition, avec 16 centièmes d'écart sur la ligne quand même.
Même moins, non? C'est pas 16 millième? C'est Non, c'est 16 centièmes. 16, Je sais plus. Oui, si, Mais en tout si, cas, c'est ça s'est joué à rien. 0,16. Oui, c'est 0,016. Oui, c'est 16 millième, pardon. Donc, vraiment rien. Ouais, vraiment que dalle. Voilà. Que dalle pour George Kurtz. Non, mais là, en tout cas, il va être accompagné de bons pilotes aussi. Hein. Toby Soeri, Colton Herta, voilà, bon, ça reste des bons. Et puis surtout, Malte Jakobsen, pilote Peugeot officiel cette année en WEC et vraiment un client aussi le danois. Donc ça va être vraiment, vraiment, encore une fois. Mais je te dis, moi, j'aime beaucoup le LMP2, j'aime le LMS, On sait, j'aime tu aimes. l'Asian Le Mans Series. Voilà, je veux dire, c'est ma déclaration d'amour à cette Oreca 07. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le LMP2. Et je trouve que il y a beaucoup beaucoup de très très bons pilotes aussi qui roulent. Je vais parler de Tom Dillman. On peut parler du champion l'année dernière de la catégorie avec Antonio Félix d'Acosta chez Inter Europol Compétition. C'est un truc de dingue. Et donc ils sont rejoints par John Field qui est de retour. Ça faisait un moment. Hein. Non, mais ça fait 15 ans qu'il a pas roulé, John Field, en fait. Bah, j'espère qu'il va être 69 ans, entraîné. Pépère. Bah oui. C'est ça qui me fait un peu peur du coup. Mais bon. Et Bijoy Garg, voilà, qui lui était chez United Autosport l'année dernière et qui l'a rejoint Inter Europol Compétition. John Field, pour te donner un peu Non, mais parce qu'il s'est préparé. Là, t'es en train de dire, ah, quand même, ça va être compliqué. Attends. Il s'est préparé. Il a fait. Et là, je sais que peut-être que tu connais, mais on est quand même dans des trucs un peu obscurs. Il a fait Vas-y. le HSR Prototype Challenge. Ouais. Donc ça, c'est une série prototype. Et c'est peut-être même là-dedans qu'a roulé le boss de Shopify. Mais bref, il a fait Ah, tu ça crois? en 2024 sur une IGJSP3. Ouais, parce que HSR, Ouais. c'est ceux qui organisent les courses historiques, donc ça doit être un pendant un peu sur les meetings histo où il y a aussi ce truc moderne. Et il a aussi roulé un peu récemment, là, pour se remettre un peu, tu vois, pour se préparer à Daytona. Il a roulé en Radical Cup. Non, mais, enfin, Ah oui, ouais, c'est on vrai. part un peu de. Enfin, ça va être un vrai retour dans le grand bain, quoi. Ah bah oui, parce que là, on passe d'une radicale à l'Oreca 07 ultra performante. Puis à Daytona, Je sais pas ce que ça va puis à donner. Daytona, Mais je parce suis un peu inquiet que aussi pour Bijoy Garg. Honnêtement, Bijoy Garg, hmm, parfois, c'est un poil faible. ça va finir au bus stop, tout ça. Ah non, j'espère pas. Ce bus stop d'ailleurs, Ah tiens, qui a ouais, été changé. Alors je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça bah m'a c'est un vilain. peu ennuyé. Bah ouais, ils ont enlevé l'herbe. Donc en fait, c'est la chicane Le Mans. Oui, C'est comme ça oui, qu'on la pardon. nomme. Donc le bus stop historiquement. Et en fait, ils ont enlevé l'herbe. Ils ont mis une portion d'asphalte. Enfin, j'ai pas compris. A priori, il est même plus agressif pour les voitures qu'avant. Mais surtout, c'est très moche, quoi. Enfin, Ah ça non, mais donne ça. un. C'est Bon, on a un, l'impression d'être sur un parking. c'est un très bel endroit. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, il faudra que je t'envoie une vidéo. J'ai retrouvé une vidéo historique d'un Oula. crash d'une voiture ici. Ouais, une voiture pour laquelle. Enfin, bref, je t'enverrai des magnifiques images de voitures qui s'éclatent à l'époque où l'intérieur du circuit, c'était pas il n'y avait pas un Tech Pro, il n'y avait pas de pneus. C'était Ah non, littéralement un des monticule de pneus. terre. Ah Non, non. non, c'était la terre Ah oui. directe. Et j'ai une voiture, j'ai trouvé une vidéo vraiment incroyable sur une vidéo YouTube qui a fait 40 vues alors qu'elle est en ligne depuis 15 ans. Et tu vois une voiture qui s'éclate, c'était sublime. Je t'enverrai ça. Bon, d'accord. Ouais. Je sais pas comment tu tombes sur ces perles. Ouais, écoute, Mais bon. j'ai une vie un peu On- particulière. Alors le Bien sûr, LMP2, bien sûr. j'accélère un petit peu, hein, je suis désolé, j'ai mon Ouais, petit mais attends, timing. attends. Alors oui, j'accélère, ok, mais moi je te remets un petit coup de BOP ou là en Ah, two stage. ah merde. Vas-y. Non, attends, on retrouve Mathias Bech chez Pierre-Juan Mathiasen qui était en, en association avec Interopol l'année dernière, donc là ça peut peut-être bien fonctionner sur la 52. On retrouve aussi un Mathieu Vaxivière avec Niklas Nielsen, vainqueur des 24 heures du Mans, Niklas Nielsen quand même l'année dernière avec Ferrari. Luis Perez Companche c'est Dylan Murray. Et puis sur l'équipe AO Racing, alors il n'y aura pas Paul Louchatin qui a plutôt privilégié ses liens avec ERA Motorsport, mais on retrouve Dan Cameron. Ça, c'est quand même dingue. Le champion Mmh, l'année dernière mmh. avec Porsche. Johnny Edgar, champion en ELMS l'année dernière. Christian Rasmussen, pilote IndyCar. Et PJ Hayet, donc le boss voilà, de AO Racing. Ça promet de belles choses en LMP2. Voilà, moi je te le dis, ça va être génial. Bah surtout, on voit que les places en hypercar sont chères puisque le plateau P2 est quand même rempli de pilotes qui pourraient être en hypercar.
Ah bah tout à fait, c'est clair. Et donc en GTD aussi, parce que je sens que tu veux absolument parler de GTD Pro et GTD. Mmh. GTD Pro, c'est pareil, hein. Là franchement, il y a du client. Alors on a toujours pareil, hein, Aston Martin, BMW, Chevrolet, avec, tu l'as dit, plusieurs autos. Lexus aussi, avec le Vasseur Sullivan, qui a changé un petit peu ses équipages. Porsche, Ford Mustang avec Multimatic. Mercedes, tu le disais. Ferrari, bien sûr, mais pas tant que ça finalement. En GTD Pro, en tout cas, on retrouve une auto avec l'équipe Dragon Speed. Et puis donc, bah, après en GTD, il y a une multitude d'engagés parce qu'on en retrouve 22 des GTD. Mais voilà, je voulais savoir un petit peu ton ressenti sur le GTD Pro déjà et le GTD même en global. Euh, Ah, Bah, je sais pas trop en fait. Non, d'accord. Ah mince, ah, ça retombe à l'eau direct. bah écoute, non, il y a plusieurs trucs que je veux suivre. Il y a, Mhm, je fais global, hein, GTD, GTD Pro. bien sûr. GTD, bah, j'aimerais bien que cette année ça fonctionne pour la Iron Dames, puisqu'on a Sarah Bovir, Raël Frey, Michel Gatting, Karen Gaillard. Oui, attends. Et alors, c'est vrai. Et surtout, elles sont engagées avec une équipe aussi, bah, j'allais dire, officielle Porsche. Donc ça va être Mhm, très intéressant à voir. En WEC, hein, j'entends. mhm. Donc, il y a eu de l'entraînement. Karen Gaillard, c'est une pilote Porsche Junior maintenant. Elle a été sélectionnée par Porsche France. Ok. Je pense que c'est un sacré équipage. Donc voilà, il y a ça à suivre. Il y a aussi, c'est passé, enfin c'est là un peu plus pointard, mais c'est l'équipe Gradient Racing qui était chez Acura Ah oui, et qui maintenant est chez Ford. Donc ça multiplie aussi le nombre de Ford, où on a notamment Tatiana Calderon dessus. Je fais le pont du coup avec les pilotes féminines, mais c'est tout à marrant fait. parce que du coup les Acura, on savait qu'elle était quand même au bout du bout. Ils roulaient avec la Evo 22. Mais bon, la Evo, ouais, quand t'es rendu en 2025 et que t'as une Evo 22, enfin bref, la Acura, je pense qu'il était temps aussi de la foutre au garage, donc il y aura plus d'Acura cette année. Sauf, Non, voilà. moi c'est dommage, moi je trouve. Encore une fois, pour la variété, Ouais, toujours. pour la variété. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être là quelque chose à faire avec ces fameuses Ford Mustang qui, voilà, vont voir comment elles vont se situer. Donc c'est un peu les trucs que je vais suivre. Après, sinon, bien malin Ah celui qui peut si, faire un. Niki Team. Niki Team pour la dernière du Magnus Racing quand même, parce que John Potter arrête C'est vrai. son activité, il se concentre sur son activité pro, mais plus sur l'activité de voiture. Donc l'Aston avec Niki Team quand même, bah, j'espère qu'il va se montrer. C'est vrai. C'est vrai. Et puis voilà, après, Bon, sinon, non, je sais pas trop quoi attendre. C'est tellement. moi, c'est ouvert, hein. Ouais, c'est ouvert. Et puis là, on est vraiment aussi dans ce que je disais en introduction, dans ce côté. Là, on a beaucoup d'équipes que moi, j'avoue, je suis un peu moins et qui Mhm. sont très américano-américaines. Donc je sais pas trop. Évidemment, je vais toujours avoir un œil sur la AO Racing, la Rexy, Bah oui. que j'aime bien, avec Lorena Heinrich quand même dessus, qui est pilote officiel Porsche. Oh, c'est un sacré équipage, hein. Attends, t'as Ouais, Logan Heinrich, donc champion l'année dernière, Klaus Barler, l'Autrichien, et Alessio Picariello. Je pense que ça peut faire mal, hein. c'est clairement, c'est clairement pas mal. Et puis après, je regarde en même temps la liste, mais ouais, c'est vrai qu'il y a Ouais, t'as du, Jules Gounon, toujours, avec Mercedes, bien sûr. il y a Lilou Wadou aussi, j'avais pas vu, mais Mais oui, on Lilou l'oublie, avec la l'équipe AF japonaise, là, Corset. on l'oublie, mais ouais, elle est là, c'est bien. Non, mais c'est Non, vrai, mais là, ça va revenir. c'est vrai que franchement, on a moins parlé d'elle pendant la saison 2024, puisqu'elle était en Super GT. Euh, Ouais, tout à fait. mais C'était un peu l'objectif aussi, hein, parce ouais, qu'elle avait été mise vraiment en valeur en 2023 avec sa victoire en WEC, le fait d'intégrer officiellement Ferrari. C'était, je pense, un choix de la part de Philippe Dumas aussi pour lui permettre de prendre de l'expérience un petit peu loin des projecteurs. ouais, ouais, et puis en plus, enfin, c'est une bosseuse, c'est quelqu'un, qui est assez discrète. Enfin, je pense pas qu'elle soit ultra à l'aise avec plein de médias et plein de trucs autour d'elle, quoi. Non, Ce que je veux dire, c'est de plus que en plus. ouais, non, mais c'est pour ça. Je pense que justement, elle a dû gagner cette confiance. Parce que ce que je veux dire, c'est que tu lui mets une combinaison rose et tu la mets à l'époque dans la voiture à Hirondelle, je suis pas sûr que ça Non. aurait été le meilleur écrin pour la faire monter en niveau. Donc là, c'est bien. Moi, j'attends beaucoup d'elle. Enfin, c'est évidemment, Bah, je suis évidemment d'accord. quelqu'un qu'on suit de très près, hein. La 21, donc avec Alessandro Pierguidi, lui aussi Ouais. vainqueur des 24 heures du Mans. Ils sont tous là de toute façon. Keiko Zolino, très rapide, pilote japonais aux origines aussi italiennes. Et puis Simon Mann, donc on va voir ce que ça peut donner. Chez Ferrari, puisqu'on y est, Arthur Leclerc quand même est présent sur la 50. Faudrait Donc voir en Formule 1 ce qu'il donne, genre, tu sais, une séance d'essai par exemple. ouais, Une une FP1. FP1, Ouais, tu, ouais, tu veux dire? ouais.
Ça peut faire, ça peut le faire peut-être. On a aussi, et j'aime bien évidemment cette équipe parce qu'il y a deux Français dedans, Valentin Asclot, Maxime Robin, qui roulent pour le Van der Steuer Racing, qui vient de la deuxième division, hein. Ok. Rory Van der Steuer notamment, qui vient de la deuxième division où il roulait avec Valentin Asclot et faisait pas mal de victoires et de podiums. Bon bah là, Van der Steuer Racing va passer dans la catégorie Rennes, toujours sur une Aston Martin évidemment, on connaît les liens notamment avec Valentin Asclot qui aime beaucoup cette marque et qui est très impliqué. Et puis Anthony McIntosh, voilà le dernier venu, on va dire dans ce quatuor, mais on va suivre, en tout cas je vais suivre cette voiture numéro 19, ça c'est une certitude, c'est en GTD que ça se passe. Et puis on parlait des pilotes féminines, pourquoi pas la Ferrari de chez Triarci, parce que on a ajouté une voiture, la 021, avec James Calado. Tiens, vainqueur des 24 heures du Mans. Ils sont tous là, je te dis. Pilote officiel Ferrari. Avec Sheena Monk, la pilote féminine. Voilà. Donc, à voir ce que ça peut donner. Maxime Robin, il se fait un petit kiff, non? Enfin, j'ai l'impression de le voir souvent sur des listes d'engagés, dans des trucs, dans des plutôt bons projets, quoi. J'ai l'impression que... Ah bah, il a bien raison. Non, mais attends, il roule avec WRT, maintenant il roule avec c'est ça, on est Aston. d'accord. L'année dernière, c'était avec Valkenhorst. Ouais, ça va, ça se passe bien. Enfin, c'est cool, quoi, de le voir comme ça. Ça se passe bien. Ouais. Bah alors, bien sûr. Son frère, tiens d'ailleurs Arnold, petite info, mais vous le savez, a prolongé chez Lexus en WEC. Donc voilà, la famille Robin représentée, on va dire, pour cette saison 2025. Moi, ce que j'aime bien en tout cas dans cette liste des engagés de Daytona, c'est que t'as toujours des blazes qui sont... Tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes les 24 heures de Spa, et que c'est évident d'avoir du Ventor... j'ai plus... je vais donner l'exemple, mais j'ai pas trop les noms, mais... Ou pareil, avec les 24 heures du Nürburgring, où t'as des équipes bien américaines. Bah là, quand t'as les 24 heures de Daytona, ça fait plaisir de voir du Spencer Pompelli, du Andy Lally, tu vois, c'est des blasts comme ça. C'est vrai. C'est des blasts comme ça. Townsend Bell. Ouais, exactement, mais ça fait rêver. Et attends, Tommy Milner, et bien Ben sûr. Keating. Et Ben Keating, ouais, je voilà. voulais absolument parler de la Chevrolet Corvette en pro. Celle-là, alors là, je pense qu'il va falloir la suivre. Je ne sais pas si ça va jouer la victoire, mais cette Trackhouse by TF. Alors le problème, c'est qu'on est en GTD Pro et qu'on a un Ben Keating qui lui n'est pas professionnel, évidemment. Donc là, c'est là où c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il s'est engagé dans cette catégorie parce qu'il y a moins d'obstacles, j'allais dire, au niveau du temps de roulage, etc. Ouais, enfin, alors, surtout Ben Keating, pardon, je te coupe, mais Ben Keating il est là parce que du coup, il va faire le WEC en GT3. Ouais. Et ils font ils roulent le prologue. Je sais plus quand c'est, mais bref, il y a le prologue du WEC qui arrive dans quelques semaines. Et en fait, Ben Keating, pour des raisons d'emploi du temps pro, il pourra pas être présent là-bas. Donc, en fait, il a dit, du coup, mon temps de roulage à moi, ça sera à Daytona, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est greffé sur la bagnole. Ok, pas bête, parce que franchement, quand tu vois ses équipiers, Shane Van Gisbergen, Scott McLaughlin et Connor Zilic, oh là 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 là, j'ai l'impression c'est du V8 Supercar là, enfin, Shane Van Gisbergen. Ah bah un peu. Ouais. Bah, Connor Zilic, moi je suis assez déçu de plus le voir en proto parce qu'il faisait des performances de ouf, mais franchement, il hésite encore entre l'endurance, la NASCAR. Je pense qu'il peut faire les deux de front. Pas sûr qu'il puisse faire le proto malheureusement et le WEC, mais on aurait vraiment voulu le suivre. Enfin, Connor Zilic, c'est un pilote de dingue, moi je trouve. C'est un tout jeune pilote qui gagne partout où il roule. Attends, il a 18 ans. C'est ce que j'allais te dire. Le gars, il a déjà... Non mais c'est fou quoi. Il a déjà gagné en Xfinity, donc c'est la deuxième division de la NASCAR. Déjà, ça te pose un homme. Il a fait 4 courses. Hein. Il fait 4 courses, il gagne sa première. Donc ça, c'est pas mal. Il a dominé à chaque fois qu'il roulait en ARCA, donc c'est la 4e division de la NASCAR. Quand il est venu en IMSA, on a vu ce qu'il faisait. Il a gagné à Daytona, il a gagné à Sebring avec ERA Motorsport et c'est franchement en grande partie grâce à lui. Bon, là je pense que ça peut être bien engagé pour l'équipe TF Trackhouse by TF. Je pense que peu importe sa trajectoire de carrière, qui peut-être comme tu dis va aller vers la NASCAR, en tout cas je pense que Connor Zilic dans 20 ans il aura 22, 23 participations à Daytona. Je pense que c'est le genre de nom qu'on va retrouver tous les ans et ça va être sa petite marotte, tous les ans il sera là quoi. Enfin, je suis prêt à le parier. Allez, ok, et Paris... Pour Endurance Club saison 20, on dira « Ah le petit Connor Zilic !» Je vous l'avais dit. Pas mal, moi je signe pour 20 saisons et pour avoir justement notre communauté qui grandit de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année. Et tu vois, l'équipage de la 65 par exemple, il fait très 24 heures de Spa. Christopher Mies, Frédéric Verbiche, ça pour moi c'est 24 heures de Spa quoi. Ça c'est une liste d'engagés SRO quoi, voilà.
Ah bah oui, ah bah il y en a quand même qu'on retrouve. Il y a aussi du Kelvin Van der Linde, on a parlé de Sheldon. C'est vrai. Kelvin qui lui va rouler en BMW avec le Paul Miller Racing, avec le numéro 1. Donc ça va être intéressant aussi. Avec Connor de Philippi, qui lui, bon, est resté dans le giron BMW, mais bon, je sais pas comment il peut le prendre, mais il a quand même été rétrogradé, hein. Il est Mm, plus mm, mm. en catégorie GTP, quoi. Ouais, bah oui. Ouais, c'est clair. Ça peut arriver. Voilà, ça arrive Même au meilleur. effectivement. Et puis il y en a d'autres qui arrivent aussi. Il y a des jeunes qui arrivent, hein. Dan Harper, Max S dans la 48, toujours chez Ça, c'est les BMW avec juniors, ouais. Farfus et Kron. Ça, c'est les Ouais, juniors, ouais. ouais, non mais c'est pas mal. Attention les yeux. Il y a beaucoup de choses à dire en tout cas sur cette liste des engagés. Il y en a 61 en tout des engagés. Donc on a essayé d'être complet le plus possible en tout cas. Mais on relance bien cette saison de Ouais. l'Endurance Club, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Là on a fait un épisode encore une fois costaud. Mais c'est toujours un plaisir en tout cas Geoffroy. Je vais conclure Bon, évidemment par c'est quoi ton actu. voilà. Parce que quand même on a une actu dans cette reprise de l'année de 2025. En ce moment, tu travailles sur quoi? Sur un tableau Excel, sur des articles? Dis-nous tout. Je sens comme un peu d'ironie, non? C'est pas. Oh, pas du tout. Bah ouais, ça va. Bien loin de moi cette Oh la idée. vache, tu savais ce que je fais avec mes tableaux Excel. Bah du coup, ouais, en fait, je suis en train de préparer clairement la saison. Non, là, en vrai, il y a Rétromobile qui arrive, donc c'est dans pas très longtemps. C'est vrai. Et j'ai des clients sur place, donc je vais aller voir mes clients et je vais bosser pour eux. Et effectivement, ouais, je jongle avec mes tableaux Et Excel. on y sera, Et on y sera, et on fera un épisode là-bas, d'ailleurs, même plusieurs qui seront enregistrés là-bas. bien Et sûr. ouais, je suis en train de fouiller dans les datas. Pour tout te dire, je dévoilerai ça un peu plus tard parce que ça va être du lourd normalement cette saison. Mais Ok. je vais retourner un peu plus sur les circuits que les années précédentes. Et surtout, Oh, je suis en train de creuser un peu dans les datas des courses historiques pour sortir des stats qui justement jusque-là n'existent pas trop. Je veux dire les courses ah, historiques actuelles, modernes. En fait, le moderne historique, en gros les péteurs auto quoi. Tu vois, bien sûr. il y a beaucoup de voitures qu'on a vues en piste ces 10, 15, 20, 30 dernières années, qui maintenant roulent dans des plateaux historiques. Je pense au Endurance Racing Legend, je pense au groupe C. Et c'est des plateaux qui sont très intéressants, très fournis, avec beaucoup de modèles et de marques différentes aussi. Donc c'est vraiment c'est passionnant. Et donc voilà, je me plonge là-dedans et ça va aboutir à quelques trucs que vous aurez en temps voulu. Voilà, plein de choses. Ça sera de l'écrit, ça sera de la vidéo, ça sera de l'audio, il y aura plein de choses. Eh ben pas mal. Écoute, franchement, ça promet de belles choses. Là, moi, je te dis, j'ai hâte que cette Ouais, t'en année connais un petit peu, donc je 2025 sais que tu... Ouais. soit lancée. Ah ouais, ouais, non, mais ça va être sympa. Puis je suis content de te revoir aussi, évidemment, à Rétromobile. Donc voilà, c'est du tout bon. Alors ton actu à toi, c'est quoi? Bah, Alors moi, Daytona bah, peut-être. toujours, bah, Daytona, évidemment, bien sûr, mes commentaires. Avec, donc il y aura Timothée Buret, Romain Yanetta, Cindy Gudet, Adrien Pavio, Guenel Longy et donc moi pour commenter ces 24 heures de Daytona, donc de 19h30 le samedi soir à 20h le dimanche soir. Eh bien, on sera en direct. Donc je fais aussi quelques relais de nuit. Tu sais, je suis un oiseau de nuit. Voilà, donc si vous êtes insomniaque, eh bien vous pourrez me retrouver aux Tu commentaires retrouves quoi de plutôt 1h de... Ouais, la nuit, c'est ça? Ouais. Ouais, 1h à 6h globalement. Donc il faudra vraiment être un oiseau de nuit. Et je fais aussi les dernières heures de course. Donc ça va être assez sympa avec un finish que l'on espère évidemment historique pour cette 63e édition des 24 heures Daytona. Mais voilà, ça va être sympa. Et puis mon podcast Trajectoire qui continue. J'ai parfois du mal à tenir un peu les délais parce que il y a pas mal de sollicitations en ce début d'année. Contrairement à ce qu'on pourrait croire en fait, hein. La saison est déjà bien lancée en fait, hein. Donc c'est assez costaud, même en termes de sport d'hiver aussi, parce que je commente les sports d'hiver et les sports mécaniques, d'où le lien avec Trajectoire évidemment. Et récemment, eh bien, j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer Henri Pescarolo. Donc voilà, ça va être un des prochains épisodes qui va arriver avec Trajectoire. Donc je suis tellement heureux d'avoir pu parler avec Henri qui m'ait raconté de beaux souvenirs. Donc Il aurait fallu voilà, voir en Formule 1 ce qu'il donne aussi, lui. ça va être costaud. Faudrait voir. Ça peut faire des podiums à Monaco, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Ah ouais, classe. On a évoqué Épisode Henri Pescarolo, justement. classe. Ah ouais, super. Ah, ben il y en aura même plusieurs, hein. Je te le dis direct, il y en aura même plusieurs parce que je suis bavard, lui aussi, et on a des choses à raconter. Donc, vraiment très très heureux de ça. Je pense que ça va plaire
j'espère en tout cas que ça va vous plaire et que ça va plaire aux auditeurs de Trajectoire. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à parler également de l'Endurance Club, bien sûr, avec les notations sur les plateformes d'écoute, etc. Les écoutes sur YouTube aussi, parce qu'on sait qu'on est de plus en plus écouté sur YouTube et on en est. Ouais, on a passé le on en est premier ravis, cap symbolique des 100 abonnés. Alors c'est certes ridicule peut-être pour vous, mais c'est Oui, un on est d'accord. premier cap important. Le prochain palier important, c'est les 500, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce Ouais, non, mais bouton c'est sur clair. YouTube. D'autant plus que, faut bien le dire, on met pas en avant Non, pour c'est pour l'instant ça. le côté YouTube. Voilà, il n'y a pas de vidéo encore, mais on travaille là-dessus, hein, je vous rassure, mesdames et messieurs. J'espère, voilà, en tout cas qu'on va forcément y arriver. Il y a ce projet-là aussi. Et puis moi, bah, récemment, j'ai lancé ma chaîne Mais YouTube oui, aussi. Donc voilà, ça va être aussi une belle aventure. Je garantis pas d'être régulier sur la sortie des vidéos, mais l'idée, la promesse en tout cas, c'est de pouvoir faire découvrir un peu les coulisses, faire découvrir des activités qui sont plus ou moins mises en valeur. Voilà, récemment, j'ai roulé avec le plus jeune champion de France de l'histoire de la FFSA Academy qui avait 12 ans et qui a désormais 13 en karting de temps. Enfin, c'était vraiment une super expérience et voilà, ça envoie du gaz quoi. Donc je suis très content d'avoir pu aussi rouler en deux temps. Il pensait que j'allais être posé, garé. Je l'ai été un peu entre nous, ça mais va. pas tant que Ça va. ça. Non, ça va, Non, franchement. pas tant que ça. Ouais, puis en plus, Il m'a collé 4 secondes, mais il fait 35 c'est kilos ce de que moins que j'allais moi. dire. Il avait un moteur plus puissant. Non, mais c'est ce que j'allais dire, déjà, au niveau du poids, et puis le gamin, enfin, pardon, hein, c'est sympathique quand je dis ça, le gamin, c'est pas méchant. Oui, non, Bah, mais il est, voilà, jeune bah, pilote. ouais, et puis il est champion, du coup, enfin, Bah oui, c'est pas n'importe lequel gamin non plus, quoi, donc, non, c'est normal que tu sois derrière, heureusement. c'est sûr, c'est sûr. Puis je connaissais pas la piste. Voilà, Oui, lui, bien sûr, ouais, ouais, c'est ouais. son Puis t'avais jardin. des pneus, T'as vu un des petit pneus peu, j'ai usés, le côté ouais, pilote. ouais. Je commence déjà à trouver des Il y excuses. avait une Oui, BOP, alors là, voilà, le deuxième niveau de BOP, t'es pas bon sur le 2 temps, ouais. Ah, c'est clair. Au-delà des 230, j'étais pas Ouais. bon. Ah, j'ai vu, par contre, ça prenait 110, 115, là, j'ai vu, impressionnant. Ouais, j'ai pris 117 même à un Ouais, ouais, moment quand il m'a poussé derrière. C'était vraiment, ouais. vraiment top. Bon après, t'arrives vite, faut que tu freines vite, hein, c'est le problème. C'est le truc. Mais voilà, en tout cas, une nouvelle aventure aussi à ce niveau-là. Donc voilà 2025 qui est bien lancé. J'espère que vous aussi, ça s'est bien lancé et que vous aurez tout plein de belles choses et voilà, de la réussite dans vos projets et de l'amour et du bonheur voilà, pour 2025 et le bonheur de retrouver chaque semaine. Ça y est, on va reprendre le rythme de l'Endurance Club, bien sûr, sur vos plateformes préférées avec Geoffroy, fidèle parmi les fidèles. Bah écoute, On peut dire oui, ça ou avec, pas avec plaisir, carrément. Bah ouais. Non, mais c'est le duo, voilà, on est le duo infernal, on est Pipo et Tic et Mario tac. de l'endurance. Tic et tac, exactement. Voilà, donc bah, on s'est encore une fois régalé. On vous a proposé cette petite présentation de Daytona, sans aller trop dans les détails, mais voilà, en tout cas, on a essayé d'être complet pour donner un peu les cartes et les clés de cette édition, donc la 63e du nom, qui s'élancera à 19h30, je le disais, samedi soir, en tout cas pour la prise d'antenne sur Automoto, la chaîne, et qui se conclura aux alentours de 20h eh bien, dimanche soir, cette couverture télé sur Automoto, la chaîne. Merci Geoffroy, c'était encore un Eh plaisir. bah merci à toi, plaisir partagé, et rendez-vous la semaine prochaine, du coup. Exactement, pour bah, reparler un petit peu peut-être des 24 heures de Daytona qui se seront déroulées et où l'on espère avoir du spectacle. Il y a moyen d'en avoir du spectacle au vu de tout ce qu'on vous a dit. Allez, à la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre des petites étoiles si vous en avez envie sur les plateformes d'écoute et de partager ce lien et ces différents épisodes. Salut Geoffroy, salut tout le monde!